Alors nous poursuivons ce débat avec vous, Johan Swinnen. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez été ambassadeur à Madrid, vous avez été ambassadeur à La Haye, vous avez été ambassadeur du Royaume de Belgique à Kinshasa, et je ne dis pas ça par hasard, mais votre premier poste diplomatique, c'est à Kigali en 1990. C'est plus précisément en août 1990. Vous allez donc prendre votre poste d'ambassadeur, le premier de votre carrière. Avant de partir en Afrique, vous allez forcément au ministère des Affaires étrangères, où on vous parle à ce moment-là du Burundi voisin, on vous parle du Zaïre, avec lequel les relations sont compliquées entre Bruxelles et Kinshasa, à cause de l'affaire des disparus et des morts de l'université du campus de Lumumbashi. En 1990, quand vous arrivez à Kigali, quel Rwanda découvrez-vous ? Merci Président. Tout d'abord, je suis content de me trouver parmi vous. Merci de votre accueil et merci de votre invitation. Je crois que nous faisons bien, Belges, Français et autres Européens et Américains et Africains, de poursuivre de poursuivre le débat que nous voulons, j'en suis certain, respectueux, serein, tolérant. Je crois que le 20e anniversaire de la commémoration du 20e anniversaire du génocide est une bonne occasion pour s'encourager à poursuivre l'effort dont parlait Carla Del Ponte, l'effort de recherche de la vérité. Pas des vérités, mais de toute la vérité, de toutes les vérités. Je veux rassurer, avant de répondre à votre question, je veux quand même rassurer Maître Well, si j'ai bien compris, qui parlait d'une certaine critique adressée à cette initiative qui abuserait de l'hospitalité du Sénat français. Ça nous est arrivé, nous Belges, il y a en 92 également, mais la critique venait plutôt du président Habyarimana qui me disait votre palais de la nation, notre parlement belge, abrite une réunion où se rencontre l'opposition rwandaise qui a comploté au Palais de la Nation contre le régime rwandais. Alors, j'ai expliqué au président Habyarimana la notion de séparation des pouvoirs, et je crois que ça pourrait éventuellement inspirer les réponses à d'autres critiques. Monsieur le Président, oui, en effet, c'était pas mon premier poste d'ambassadeur, mais mon premier poste diplomatique, mais bel et bien mon premier poste d'ambassadeur, relativement jeune, très heureux, très content, à l'âge de 42, 43 ans, avec ma femme, nos 4 jeunes enfants. Nous partions en août 90 dans un pays paisible, modèle, au point de vue respect des droits de l'homme, au point de vue coopération, partenariat international, bilatéral et multilatéral. Et ça s'est mal terminé. Donc, 4 ans après, ou presque 4 ans, j'étais presque fin de terme, j'ai été évacué sur ordre militaire, comme dit toujours mon ministre des Affaires étrangères, Willy Klaas, le 12 avril, 5 ou 6 jours après l'attentat. Par contre, donc, je n'ai pas vécu le génocide. C'est une précision que je dois absolument donner. J'ai été évacué moins d'une semaine après l'attentat contre l'avion. Par contre, j'étais un témoin fort engagé, à la fois d'un processus bien prometteur de paix et de réforme institutionnelle et d'une dégradation tragique de la situation qui a mené vers le génocide. J'étais témoin de ces 2 procès. D'abord la mémoire, parce que dans le titre de mon exposé, on parle de mémoire, de réflexion et de perspective. C'est très vaste et je m'en tiens
à mon texte pour ne pas perdre trop de temps et ne pas abuser de votre patience. D'abord, la mémoire. Donc, je suis arrivé le 15 août 90, 6 semaines avant la première attaque du FPR. Nous savions à ce moment-là que le régime d'Habyarimana commençait à présenter quelques fissures et usures. Et le président en était conscient. Même avant le discours de François Mitterrand à La Baule, lors du sommet franco-africain, en juin 90, il avait lancé une campagne d'ouverture, de libéralisation et de réformes institutionnelles. La Baule l'a encouragé à aller de l'avant et à accélérer ce qu'il appelait l'aggiornamento politique. En juillet de la même année, il était même convenu que des négociations seraient entamées en vue du retour et de la réintégration des réfugiés établis en Ouganda. Le président m'a souvent dit, non sans amertume, ils ont répondu à mon invitation, mais ils sont venus avec des armes. Le Rwanda était par la suite confronté à un double défi. Réaliser la paix avec le FPR, la paix et la réconciliation, impliquant un exercice délicat de partage du pouvoir et poursuivre des réformes démocratiques internes, comprenant une révision constitutionnelle, la réintroduction du système multipartite, la promotion de la liberté de la presse et des autres droits de l'homme, le développement d'un état de droit, la lutte contre la discrimination ethnique. La communauté internationale a accompagné et encouragé cette double dynamique, portée et crédibilisée en premier lieu par les Rwandais eux-mêmes, des Rwandais courageux et visionnaires. Les principaux acteurs de cette communauté internationale à Kigali étaient les diplomates belges, français, américains, canadiens et suisses, les ambassadeurs de Tanzanie et du Burundi, les représentants des Nations Unies et de l'Union africaine, et last but not least, le doyen du corps diplomatique, Monseigneur Giuseppe Bertello. Vous savez que Bertello, entre-temps devenu cardinal, anime le groupe des 8 cardinaux que le pape a désigné pour accompagner la réforme de la curie. Donc il s'est occupé pas seulement de l'accompagnement des réformes institutionnelles rwandaises, mais il s'occupe maintenant également des réformes du Vatican. Vu le vif intérêt que la crise rwandaise suscitait dans l'opinion politique et publique belge, un nombre important de nos hommes et femmes politiques, ministres et parlementaires, défilaient régulièrement sur la scène rwandaise, mais aussi des magistrats, comme l'ancien procureur général auprès de la Cour de cassation, qui est venu faire une étude sur l'état de droit ou la promotion de l'état de droit. Des académiques, comme Philippe Reintjens, des avocats, des journalistes, bien sûr, des hommes d'église et d'autres représentants de la société civile. Les réformes intérieures furent relativement vite adoptées. Le 13 novembre 90, déjà, Habyarimana annonça la suppression de la référence ethnique sur la pièce d'identité. Le 10 juin 91 fut adoptée la nouvelle constitution, suivie de l'enregistrement en déant l'année d'une quinzaine de partis politiques et de la parution de plusieurs dizaines de titres d'organes de presse. Nous assistions à une belle éclosion de la société civile. Le Rwanda, c'était pas une conférence nationale souveraine institutionnalisée, comme dans le pays voisin, à Kinshasa, mais c'était vraiment sur toutes les collines, dans toutes les chancelleries, dans toutes les maisons de Kigali, il y avait un débat spontané. Et je trouvais ça extrêmement enrichissant et stimulant.
avec une grande ouverture. Beaucoup de critiques, mais grande ouverture et une grande ambition de construire ou d'aider à participer à la construction d'un Rwanda nouveau. Nous assistions donc à une belle éclosion de ce débat, d'un très large et riche débat sur la démocratie, sur la paix, sur les droits de l'homme. Les diverses associations de défense des droits de l'homme étaient d'ailleurs fort actives. Habyarimana abdiqua de son poste de chef d'état-major de l'armée et de la gendarmerie. Il renonça également à la présidence du Conseil des ministres. En avril 1992, Dismas Sengiaremye forma un véritable gouvernement de coalition qui regroupait les principaux partis politiques, y compris les grands partis d'opposition. En août 1993, furent signés les accords d'Arusha réglant le partage du pouvoir politique et militaire, bien sûr le problème des réfugiés, mais aussi le partage du pouvoir politique et militaire au sein d'institutions de transition. Au bout d'une période de 22 mois, ces institutions devaient céder la place à des institutions issues d'élections libres et démocratiques. Afin de monitorer ces accords, l'ONU mettait en place une force de peacekeeping, chapitre 6, peacekeeping et non peacemaking, donc un mandat assez faible, la MINUAR, et dont les Belges formaient en quelque sorte l'ossature, l'épine dorsale. La Belgique était sollicitée par l'ONU, par le FPR et par Habyarimana. Et la Belgique, ainsi faisant, voulut rester dans la logique de soutien au processus de paix et de développement du pays. Et elle détacha un officier de grande valeur, colonel Marshall, au commandement du Kigali Battalion. Les deux dynamiques dont je parlais se légitimaient et se renforçaient mutuellement. Or, elles allaient de pair aussi avec des dérives dramatiques. Violation de cessez-le-feu, déplacement de centaines de milliers de paysans en fuite pour le FPR, pillage aussi par sa propre armée, les forces armées rwandaises. Il faut nuancer. Une intoxication et une désinformation médiatique, comme celle de la radio et télévision d'Émile Colline. La multiplication de massacres locaux, assassinats politiques, dont de nombreux restèrent non élucidés. Le président et sa belle famille, ainsi que d'autres membres de son entourage, étaient soupçonnés, suspectés, d'instiguer des escadrons de la mort, tandis que Paul Kagame fut reproché de provoquer et d'attiser la radicalisation en continuant à lancer des attaques, même au moment des négociations, et en plongeant d'innombrables paysans dans la misère et la souffrance. Seul ou avec mes collègues, j'ai entrepris d'innombrables démarches de protestation, accompagnées bien souvent de prises de position publiques. À Kigali et à Bruxelles, nous organisions de multiples concertations où facilitions des rencontres entre adversaires politiques. Notre devise et ligne de conduite étaient simples. Il n'y a pas d'alternative à la voie de la modération. Le pays et les institutions seront construits autour de programmes et d'acteurs modérés. Or, nous n'avons pas pu éviter le drame, le grand drame de l'implosion de ce centre démocratique, ce centre de modérés. Quelles étaient les causes de cette implosion? De la déviation des forces positives et modérées vers des refuges antagonisants et extrémisants. Excusez-moi de cette liberté linguistique. En partie, les accords d'Arusha eux-mêmes donnèrent lieu à de sérieuses frustrations. Le partage du pouvoir militaire, vous connaissez les proportions,
le partage du pouvoir militaire était fort avantageux, c'est le moins qu'on puisse dire, du FPR, qui fut en outre autorisé à caserner un bataillon de 600 militaires au sein du Parlement et pas au camp prévu Camille, prévu par les accords d'Arusha. Et donc, mise en place, déploiement de ce bataillon avant la mise en place des institutions de transition. Cette présence fut ressentie comme une provocation plutôt que comme un signe d'apaisement et de rapprochement. Et ce n'est peut-être pas la mise en place même, mais plutôt le comportement de certaines troupes ou de certains éléments qui faisaient partie de ce bataillon. Je n'ai moi-même jamais pensé, et je dois l'avouer, et je continue à l'avouer, à une conflagration aussi grave qu'un génocide. Je craignais, et j'ai utilisé ce terme à maintes reprises dans mes téléx et rapports, une déstabilisation tragique, un terme qui revient très régulièrement dans mes rapports, crainte d'une déstabilisation tragique, dont j'apercevais les ingrédients. Mécontentement provoqué par les accords d'Arusha, poursuite des attaques du FPR, implosion du centre démocratique dont je parlais, propension à la radicalisation et la polarisation, distribution d'armes, même par des responsables locaux, par des bourgmestres, surtout dans le nord du pays, et la propagande négative, bien sûr, l'incitation à la haine et à la violence par RTLM, la radio de la haine, ainsi que l'apparition de plus en plus gênante des milices interarmées et Impuzamugambi dans les centres urbains et aussi sur les collines. Cette radicalisation fut encore accentuée, et ça c'est très important, accentuée et aggravée par l'assassinat, le 21 octobre 1993, du président Hutu burundais Melchior Ndadaye, démocratiquement élu 3 ou 4 mois auparavant. Cet attentat porta un véritable coup de massue au processus de paix au Rwanda. C'est le président Habyarimana lui-même qui me dit ce jour-là qu'il voyait mal comment il pouvait continuer à faire accepter les compromis d'Arusha par une opinion publique et politique traumatisée qui avait perdu toute confiance dans un processus pacifique et démocratique. Il dit, comment voulez-vous, vous qui insistez tellement souvent sur le fait que je dois encore faire des concessions, que je dois composer, que je dois partager le pouvoir, comment voulez-vous que je parvienne encore à faire accepter les accords d'Arusha, le compromis difficile d'Arusha, si, dans notre pays voisin, un processus comparable, démocratique, pacifique, aboutit après 3-4 mois seulement à cette tragédie, à un assassinat d'un président Hutu modéré, parce qu'il était considéré comme modéré et allant très lentement et très prudemment dans l'adaptation et la recomposition des institutions, donc en ne remplaçant pas les Tutsis trop vite par des Hutus. Donc ce serait peut-être plutôt des Hutus qui auraient pu avoir quelques raisons de mécontentement, mais on le savait déjà le jour même que c'était les militaires Tutsis burundais qui avaient assassiné le président Ndadaye. Nous continuons avec toute notre énergie, je parle de diplomates, à plaider pour une meilleure et une plus persuasive explication du compromis d'Arusha, qui ne tolérait pas d'alternative, tellement forte fut l'aspiration à la paix, à la sécurité et à la tranquillité des personnes déplacées, surtout des personnes déplacées. Ils étaient 1,5 million à un certain moment, et des citoyens qui vivaient dans la peur. Mais je préconisais la même attitude du côté du FPR, en posant directement la question au major Kagame s'il pensait vraiment, par exemple, si sa radio, Muhabura, était conforme aux accords de paix, ou si le FPR
ne pensait pas bien faire en évoquant lui aussi la perspective d'élections démocratiques qui donnerait lieu, le cas échéant, à une reconfiguration, après 22 mois, du partage du pouvoir. Je regrettais, vraiment je regrettais ne pas entendre des réactions encourageantes du côté du FPR. Nous connaissons la suite. Parlons pour la diplomatie belge, dont je fus le représentant. Je m'autorise, 20 ans après, d'apprécier positivement son engagement solidaire pour un pays ami, en greffant des positions sur une approche critique, mais constructive, soucieux d'une démarche équilibrée, en formulant des critiques également à Molindi, dans le maquis du FPR, ou à Kampala. Avons-nous fait un parcours sans faute? Bien sûr que non. À ce propos, nous ne devons pas hésiter à regretter, à déplorer le retrait quasi intégral des troupes de la MINUAR, laissant ainsi le champ libre aux malfaiteurs. Même s'il n'existait plus d'accord d'Arusha à contrôler ou à monitorer, le mandat des troupes était vraiment trop faible pour faire face au retournement de la situation. Le ministre belge Willy Claes avait d'ailleurs, sans succès, plaidé formellement depuis des mois pour un renforcement du mandat. Mais n'oublions surtout pas que non seulement des parents, mais aussi des citoyens belges étaient assassinés et que la RTLM exhortait le Rwandais à se taper chacun son Belge. Tout le monde devait tuer un Belge. Les Belges étaient mal vus des extrémistes, mais je peux dire respectés et appréciés par les modérés. La Belgique n'avait maintenu des troupes que pendant un mois, le mois d'octobre, au début de la crise, le mois d'octobre 90. Elle avait suspendu immédiatement toute livraison d'armes, des livraisons d'armes qui étaient même commandées avec des crédits comme documentaires. Elle pactisait, c'était la perception. La Belgique pactisait avec l'opposition qui, cependant, depuis 1992, n'en était plus une, et elle était beaucoup plus explicite, la Belgique, dans ses démarches en faveur du respect des droits de l'homme et du partage du pouvoir. Nous étions beaucoup plus explicites, et les Rwandais le savaient. La société civile le savait. Nous étions d'ailleurs plus accessibles aux différents acteurs politiques et sociaux que certaines autres chancelleries importantes. Elles faisaient partie de la MINUAR que les opposants d'Arusha voulaient discréditer. Donc, un ensemble de raisons pour être apprécié de certains et ne pas être apprécié par d'autres. S'il y a quelques certitudes, il reste cependant beaucoup de questions. Une des certitudes, s'ajoutant à celle que j'ai déjà évoquée et que nous avons entendue ce matin dans cette salle, une de ces certitudes concerne l'Europe, la coopération politique européenne. Elle a échoué. La France et la Belgique n'ont pas réussi à réfuter ce que j'appelle la caricature que les extrémistes faisaient de nos diplomaties respectives. Les Belges étaient pro-Tutsi et pro-FPR. Les Français se rangeaient du côté Hutu et du régime Habyarimana. François Mitterrand était un grand héros qui n'avait pas abandonné son ami Habyarimana. C'était souvent dans les posters et dans les magazines. Les Belges avaient abandonné les Rwandais à leur triste sort. Les Français leur étaient restés fidèles. Avons-nous prêté le flanc, Français et Belges? Nous aurions pu être beaucoup plus vigilants et œuvrer d'une manière beaucoup plus concertée pour ne pas laisser monter la perception d'un tel antagonisme et de permettre à l'Europe d'être beaucoup plus efficace dans son engagement pour la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Retour aux questions. Pour moi, la question majeure est la suivante. Et ce n'est pas cryptique, vous allez tous comprendre. Pourquoi tant de Rwandais sont-ils tombés dans le piège
de la radicalisation et de la polarisation. Pourquoi tant de monde? Un piège tendu par qui? Selon quel schéma machiavélique ou diabolique? Et j'ai posé ces questions à 2 ou 3 ou même 4 reprises. 2 fois à Arusha, au tribunal, au TPIR, à la cour d'assises de Bruxelles et à la cour d'assises de Paris récemment. Qui a descendu? Autre question. Qui a descendu l'avion le 6 avril? Sommes-nous en présence de suffisamment de preuves? Nous avons entendu beaucoup d'éléments ce matin. Sommes-nous en présence de suffisamment de preuves pour pointer vers tel ou tel responsable? Quand est-ce que la communauté internationale organisera une enquête, donc internationalement mandatée? Pas seulement les Français ou les Belges. La communauté internationale. Quand est-ce que nous sommes 20 ans plus tard et toujours pas eu... Oui, on a posé la question à l'organisation de l'aviation civile, l'ICAO, à Montréal, qui s'est déclarée incompétente dans les premières semaines après l'attentat. Autre question. Qui a perpétré les assassinats politiques antérieurs? Qui était derrière? Je me souviens de l'assassinat de Félicien Gatabasi. Quelques jours après, sa veuve est venue me dire, à la résidence, qu'elle pensait que c'était plutôt le régime Abiyarimana, Hutu Power. Je l'ai revue 10 ans après, elle est revenue me voir à Bruxelles, elle m'a dit, je suis sûr que c'est l'FPR qui l'a fait. Et Gatabasi n'était pas le seul. Qui était le maître d'ouvrage des escadrons, des fameux escadrons de la mort? Abiyarimana était-il acteur ou otage? Otage du noyau dur, de sa belle famille, de sa femme, etc. Y avait-il un plan global, un scénario préétabli de l'extermination de tous les Tutsis? Fred Rwigema. Est-il tombé sur le champ de bataille ou a-t-il été assassiné par ses propres collègues à la suite d'une dispute sur la stratégie? Beaucoup de questions. Certains prétendent que le FPR, dernière question, certains prétendent que le FPR, s'il avait voulu remporter la victoire militaire plus tôt, aurait pu mettre fin plus vite au génocide. Mais la question reste toujours, et certains ont donné des réponses, moi je suis encore au niveau de l'interrogation, en avait-il vraiment les moyens? Voilà un nombre de questions qui me poursuivent toujours. Des questions auxquelles, en toute modestie et en toute honnêteté, je n'ai pas de réponse. Je n'affirme rien. Je juge encore moins, mais j'ai au moins l'honnêteté intellectuelle et morale et un peu de courage de poser des questions. J'espère que les Rwandais et la communauté internationale poursuivent les efforts de recherche de la vérité, la voie obligée pour ce magnifique pays et ses sympathiques populations vers le développement social, culturel et économique, vers une paix et une stabilité durable. J'insiste sur la durabilité. J'exprime aussi l'espoir que la formulation de ces questions et que l'introduction de nuances nourrissent et enrichissent le débat, plutôt que d'attirer des suspicions malveillantes. Quant aux perspectives concrètes, je voudrais juste formuler 5 questions. Elles sont importantes. Faites vite. Vous m'autorisez, Général? Non, il faut conclure. Je conclue. Non, mais nous sommes dans le temps. Si l'assistance... Nous sommes dans le temps. Nous sommes dans les temps. Non, on n'est pas dans les temps. Bien. Ces constats ou ces questions me semblent être importants. Tout d'abord, j'étais à Kigali.
la semaine dernière, 20 ans après. Et j'ai célébré des retrouvailles. Un nombre de réalisations sont frappantes, indéniables. D'impressionnants travaux d'infrastructure, de beaux bâtiments ministériels et administratifs jonchant des zones industrielles ou des parcs parfaitement entretenus. Des mesures écologiques, gare de Kigali, ce qu'on pourrait appeler Kigali DC, à la manière de Washington DC, dans un état de propreté impeccable. Mais à côté de ce constat, il faut relever également un climat des affaires qui range le Rwanda à la 8e place des pays où on a établi le plus vite une société ou une firme commerciale. C'est un ranking international. Ou à une des meilleures places africaines dans le ranking Doing Business. On ne peut pas nier ces choses. Reste bien sûr la question si ce constat est également applicable à la situation sur les collines. Je suis allé dans le Bugesera. J'étais confronté à l'extrême pauvreté. Et donc, il faut bien sûr se poser la question dans quelle mesure cette stabilité et cette prospérité soient vraiment durables. Seconde observation concerne la démocratie. Comment le Rwanda, c'est une question qui m'intrigue, comment le Rwanda va-t-il développer sa propre démocratie? Une démocratie intelligente, selon une méthode et une tradition authentiquement rwando-africaine. La démocratie est une notion relative et ne doit être conçue et développée selon des recettes occidentales ou européennes. Espérons que les Rwandais trouveront une voie propre, rwandaise, balayée et nettoyée de toutes sortes d'ambiguïtés où minorité et majorité se prennent en otage. Troisième observation, la promotion des droits de l'homme. La promotion des droits de l'homme, par contre, relève d'un concept quasi absolu qui ne tolère guère de relativisation. Les efforts rwandais en matière de construction sociétale ne peuvent pas être évalués en fonction du respect des valeurs fondamentales et universelles. Nombre d'arrestations, d'intimidations, disparitions et attentats, ainsi que des attitudes autoritaires, ont provoqué et nourri de sérieuses inquiétudes. Quatrième chose, Congo de l'Est, la région. La promotion transparente de la paix, de la sécurité et de la coopération transfrontalière dans la région des Grands Lacs aura un effet dissuasif quant aux violations d'intégrité territoriale et d'exploitation illégale des ressources naturelles. La réactivation de la communauté économique des pays des Grands Lacs, le Benelux de l'Afrique centrale, et le développement de la CILGL, Conférence internationale de la région des Grands Lacs, ensemble plus large, fourniront sans aucun doute des instruments et méthodes utiles et efficaces. Comme l'Europe a pu cultiver une unité politique et construire une paix durable, partant de l'identification et du développement d'intérêts économiques, culturels et sociaux communs, ainsi la région des Grands Lacs pourra un jour, je l'espère, tourner le dos à la déstabilisation et à l'insécurité. Enfin, la lutte contre la pauvreté constitue, je n'ose pas en douter, l'ambition et l'objectif prioritaire des objectifs rwandais de développement. L'apparence favorable, positive de Kigali et d'autres centres urbains ne peut être ombragée par la pauvreté extrême au milieu rural ou par les réformes agraires mal conçues ou mal comprises. La communauté internationale aura soin de continuer à soutenir un processus de développement crédible. Je vous remercie. Merci, Monsieur l'Ambassadeur.